Je me suis fait mon petit fichier Word avec tout mon bordel et nous allons maintenant, mesdames, messieurs, voir le pire de la semaine. En fait, c'est plutôt le pire du mois ou le pire de ce que j'ai vu ces derniers temps. Alors, on s'était laissé la dernière fois. On avait parlé en Chine, la ferme des 650 000 cochons, 26 étages. C'est un HLM pour porc. C'est une horreur absolue. C'est dégueulasse. Rien que l'image a une odeur. J'ai regardé des vidéos sur YouTube de ce truc et je vous confirme que la merde est acheminée du haut vers le bas et finit quelque part. Il y a des méthaniers là, dans ce coin. Donc t'as une espèce de cascade de merde produit par 650 000 cochons qui va en continu dans des méthaniseurs. Voilà comment la Chine compte nourrir toute sa population et leur donner de la viande de porc. On va voir qu'il y a des petits problèmes aussi dans des abattoirs en Chine, enfin, des abattoirs chinois aux États-Unis. Puis c'est bien, ils ont laissé un espace suffisant entre les deux bâtiments pour pas trop de vis-à-vis, quoi. 580 millions d'euros. Et là-dedans, vous vous souvenez, c'est piloté comme dans une centrale nucléaire avec la bouffe qui est servie à heure, etc. La température qui est gérée, les porcs qui sont tous pucés, tous surveillés, etc. Enfin, c'est notre avenir, hein. L'avenir du salarié, il est là. On commence avec les cochons et puis ça finira avec vous, hein. Et donc, figurez-vous qu'aux USA, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec la bouffe encore aux USA? Stuff like this gets put in here. Plastic and all, don't even matter. Plastic, cardboard boxes, pallets, everything's grounded into this right here. Voilà, donc c'est un mec qui bosse dans une usine à poulets aux États-Unis, un élevage de poulets, et ils nourrissent une partie de l'alimentation, à peu près 10% à ce qui paraît, est fournie par des ordures. Donc c'est tous les invendus de la grande distribution et toutes les saloperies comme ça qui sont récupérés pour nourrir les cochons. Alors sur la base du principe, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'ils oublient d'enlever les emballages. Ça coûte cher, c'est pénible. Et comme toute la bouffe est suremballée dans du plastique, etc. Y'all believe me now. Go up the line to that big shit called a grinder. And it grinds it out and turn it into that shit. Alors l'entreprise, j'avais vu un article, on va voir ça en même temps. Donc dans l'article de réponse, les types te disent qu'en fait il a filmé que le début du processus, mais qu'en fait il y a des aspirateurs et des tamis pour récupérer les plastiques et donc déballer la bouffe et payer quelqu'un pour enlever la bouffe du plastique et faire le tri, c'est trop cher. On va acheter des machines et des aspirateurs. Bien sûr. Donc apparemment le truc, enfin lui il a confirmé que ça fonctionnait pas du tout et que lui il débouchait il débouchait la chaîne de production régulièrement et qu'il y avait quand même plein de plastique qui finissait dans la bouffe des porcs. And then the hog eats it. This is what it looked like when it's done. I took the videos and I was like, I've never seen nothing like this. This can't be like legal. Donc ça c'est autorisé dans 27 États, voilà. La légalité de laisser les emballages c'est pas clair. On n'est pas sûr. Ah, elle est un peu forte la vidéo. Oh. Ah oui, effectivement. Voilà, donc il y avait bien un rapport qui indiquait qu'il y avait du plastique qui se retrouvait dans la bouffe des animaux. I told you Shout out guys. to all my followers. I love you guys. But let's have a little class. As you see the AAFCO, this is the official publication for things that are allowed in animal feed in America. So let's look down here. And what does it say? Plastics. Plastics, plastics, plastics. I told you. Okay, let's look a little more. What does it say? Other metal compounds. Restaurant. Ah oui, donc c'est carrément autorisé, apparemment, de mettre des résidus de métaux, du plastique. Food waste, contaminated, adulterated food. For those of you who don't know what that means, that's horrible. Donc les invendus Buitoni, on sait où ils vont finir. Hein.
I kept hearing that's a recycling plant. That's where they take C'est une usine de recyclage. the trash at. I'm Pas like, tout are à you fait. serious? Like, I'm showing you step by step. Like in these videos, I'm telling you what you're looking at. So like, what do I gotta do? Like, I don't understand. All that. This is waste from different businesses, bakeries, cookie places, all Il y a types quand même of beaucoup stuff. d'emballage. You know what I'm saying? Some of your favorite foods, but C'est they vraiment just les molded invendus de supermarché. and old, got a bunch of rats and stuff in them. Yep. Yep, they all going in here. Up the line to the grinder. They try to get all of it out, but I mean, there's only so much you can do. I'm gonna show y'all though, but you don't even see the paper when it's grinded and shit like that. You won't even see the paper. Voilà, donc il y a des tamis, mais en gros, ça sert à rien, quoi. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Ce que vous voyez dans cette vidéo, ce sont des aspirateurs qui enlèvent les emballages et le plastique. Nous avons un équipement spécialisé qui fait ça. Il élimine les plastiques et autres emballages. Voilà, terminé. Et donc, il qualifie les TikTokers là, de trompeurs. Et lui, il confirme qu'ils mentent. Les aspirateurs ne sortent pas tous les déchets. Je les réparais quotidiennement et débouchais les lignes quotidiennement. En l'absence d'agences gouvernementales indépendantes vérifiant les matières plastiques, il est difficile de déterminer définitivement qui a raison. C'est un truc de dingue, ça. C'est bien surveillé, hein, la bouffe aux États-Unis. Bien que l'idée que les porcs mangent du plastique puisse être peu attrayante pour les mangeurs de porcs, en particulier au milieu des inquiétudes croissantes concernant les microplastiques dans l'environnement, plusieurs scientifiques vétérinaires ont déclaré que l'approche réglementaire de l'État était logique. Les porcs mangent du plastique dans la mesure où cela peut se produire. Que les porcs mangent du plastique, en fin de compte, ne posera pas de problème significatif pour la santé des humains. Voilà. D'un point de vue nutritionnel, le porc ne peut capturer aucun contaminant étranger dans son sang car les particules sont trop grosses, donc tout est excrété. Donc on peut donner à bouffer du plastique au porc en fait. Il le chie entièrement sans rien garder. Voilà. Franchement, on n'a qu'à les nourrir directement au plastique. En fait, ça peut être une filière de recyclage. Tu mets du plastique à l'entrée du port, t'en ressors de la merde, tu mets le tout dans un méthanier, c'est fantastique. Enfin, on a enfin trouvé la solution pour recycler le plastique. Tout bouffer au port. Pourquoi ils l'enlèvent si c'est sans danger ? Scientifiquement, il n'y a pas de problème. Ouais, scientifiquement, le vaccin fonctionne aussi. Dans la nature, les porcs ne sont pas très discriminants, ils mangeront tout ce qu'ils pourront. Maintenant qu'il y a du plastique dans la nature, finalement, c'est pas grave d'en donner dans l'usine. Se débarrasser de tout le plastique ajoute une étape supplémentaire et ce n'est pas rentable. Dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui fera cela pour n'importe quelle espèce. Donc on se vante de faire du recyclage et de valoriser les déchets, de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais il faut que ce soit rentable, parce que sinon on ne le fait pas. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Manger du plastique. Ah voilà, c'était ça qui était drôle aussi. La ministère de l'Agriculture a déclaré sur USA Today que 33 installations en Caroline du Nord détenaient des licences pour nourrir des porcs avec des ordures, mais le ministère a expurgé les noms et les adresses des installations, déclarant qu'il y a un intérêt public inexistant à divulguer ces informations. Mesdames, messieurs, cela ne vous intéresse pas. On le sait. On a fait un sondage, on sait que ça n'intéresse pas les gens, donc on a pris la peine de ne pas les abrutir avec des informations inutiles et non sollicitées. Voilà, parce que nous sommes vraiment sympathiques et gentils, donc on y a viré. Et bon, peut-être que la raison est ailleurs, peut-être que la raison est un petit paragraphe en dessous. Hein. Bidule a déclaré que l'alimentation des ordures est sûre lorsqu'elle est effectuée correctement, mais que les entreprises peuvent logiquement ne pas vouloir publier ces informations. La perception qu'ont les consommateurs de ce que nous faisons sur notre marché est essentielle. C'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est la perception que les gens en ont, qui compte le plus. Voilà, donc il t'explique qu'il n'y a aucun danger, c'est marginal, de toute façon donc, presque personne le fait, c'est pas grave. En fait, c'est une énorme tartine pour t'expliquer que tout ça est marginal, sans importance, et très bien fait, et bien surveillé. Oui, tout à fait. Même s'il n'y a pas d'agence indépendante pour vérifier. La viande de porc au plastique, bouffer du plastique, mesdames, messieurs. Alors nous, on fait des terrines qui sont sans plastique. On va pouvoir le mettre bientôt sur les emballages. Hein. C'est une forme d'avantage concurrentiel, tu vois. Et c'est une usine chinoise, si je me trompe pas. Oui, c'était ça. Une entité chinoise. Le plus grand producteur de porc aux États-Unis, c'est une entité chinoise. Et vous voyez ce qu'ils font dans leur usine à merde, là.
Donc voilà, ça c'est l'avenir aux États-Unis. Mangez de la merde, mesdames, messieurs. Allez, on va passer au sujet suivant. Allez, on va passer au chapitre Thierry Breton. Allons-y, comme dirait l'autre. Moi, je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Alors, Thierry Breton, c'est un commissaire européen, je sais même plus à quoi. Ça n'a pas d'importance, puisque c'est un immense baltringue. Thierry Breton commence à découvrir que l'institution pour laquelle il travaille est une immense escroquerie, sort des dingueries à n'en plus finir, et tu te rends compte que le mec, tout commissaire européen qu'il est, t'as l'impression qu'il a aucune prise sur ce qui se passe. Commissaire au marché intérieur ? On vérifiera. Et le mec, il vient à la télé en France pour expliquer que l'Europe, faut pas écouter... en gros, c'est de la merde. La fin de la naïveté, regardez ça. Thierry Breton, commissaire européen au marché. Putain, j'aurais pu faire croire que je le savais. La fin de la naïveté en Europe. Nous écoutons religieusement Thierry Breton, qui nous explique une fois de plus que l'Europe a compris qu'elle était l'idiote utile du village mondial, comme on dit, et que tout libre-échange complètement asymétrique, eh bien, tu deviens le tapin des autres pays, et tu ne deviens absolument pas un pays capable de faire contrepoids à la Chine, aux États-Unis, etc. On n'est pas des neuneux. On pas des neuneux, connaît le monde. On n'est pas des neuneux. On connaît le monde. Donc ça n'a rien à voir avec isolationnisme. Souveraineté, c'est la capacité... La fin de la naïveté peut-être aussi. D'abord la fin de la naïveté, ça c'est sûr, mais c'est surtout la capacité de maîtriser son destin en toutes circonstances. Et le en toutes circonstances est important. C'est important parce que précisément, la mondialisation telle que l'on a connue, dans un monde qui était ouvert et qui a bien fonctionné, bien aujourd'hui on voit que les dépendances qu'elle a créées peuvent être... Ça a bien fonctionné, il n'y a aucun problème, mais non. Désindustrialisation massive, tiers-mondisation de tous les pays sauf de l'Allemagne. Mais elle va rattraper le retard en direction du pays en voie de développement, tu vois, que nous on a pris, la voie qu'on a pris, les Italiens, les Espagnols, les Français. Donc là, l'Allemagne va nous rejoindre dans le Club Med, les pays qui peuvent plus travailler, qui ne sont pas compétitifs et qui ne servent à rien, et qui sont... en route vers le tiers-monde. Ça a bien fonctionné, ouais, aucun problème. Aucune remise en question. Et donc aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui... Utilisé au fur et à mesure de des évolutions géopolitiques, et Dieu sait qu'elles sont violentes ces temps-ci et que ça va continuer, peuvent être utilisées comme des armes hybrides. Et là... Le mot-clé. C'est une arme hybride. L'énergie, vous vous rendez compte, peut être utilisée comme une arme hybride. Les échanges peuvent être utilisés comme une arme hybride. C'est incroyable. Je me demande quelle bande de gogoles ont commencé les hostilités. C'est vrai, ça? Qui c'est qui a sanctionné la Russie? Enfin, qui passe son temps à sanctionner toute la planète dans l'histoire, mais qui c'est qui a sanctionné la Russie déjà en 2014? Est-ce que ça a fonctionné, ça? Pas sûr, je ne crois pas. Vu la situation dans laquelle on est, visiblement, je dirais plutôt non. Et donc maintenant, il découvre, en fait, on n'est pas du bon côté du manche et on va changer les règles. Et finalement, ce qui est très important, c'est que derrière le mot souveraineté, il y a la capacité de bâtir des chaînes de valeur, qui vont devenir maintenant résilientes et que l'on va pouvoir continuer à faire progresser. Ça peut être dans les semi-conducteurs, ça peut être dans les matériaux critiques, dans les terres rares, ça peut être dans les vaccins. Quelles que soient les évolutions géopolitiques, par un terme que je vais utiliser qui est très important, rapport de force. Et ce rapport de force, ce qui va nous permettre de l'utiliser, c'est la force et la puissance du marché intérieur. Thierry Breton, s'il y avait deux domaines... MDR. Ça, c'est le truc qu'on nous vend depuis que l'Europe existe et qui n'a jamais été fait et qui est même contraire aux traités, donc il faudrait changer les traités. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite. Voilà, relocalisation. Donc là, vous regardez ça et vous comprenez pourquoi le mec a parlé pour ne rien dire. Alors évidemment, on va faire des chaînes de valeur qui sont résilientes, mais tout à fait, mais bien sûr. Il a parlé des semi-conducteurs, il y avait un projet d'une usine justement. Et Intel réclamait du fric. En fait, à l'Union européenne, ils disaient on veut bien faire une usine de semi-conducteurs en Europe. Évidemment, une entreprise américaine avec des brevets américains, technologies américaines, etc., qui s'installerait en Europe, mais faut nous donner du fric. Et il réclamait 16 milliards. Il réclamait, en fait, c'était d'ailleurs le double du prix
Il faisait 2 usines aux États-Unis pour 8 milliards, et il demandait 16 milliards en Europe pour en faire une. Il faut voir la taille. Tu files des subventions à une entreprise pour qu'elle s'installe, et une fois qu'elle produit, il lui faut des débouchés. Le problème, c'est qu'il faut, pour que ces débouchés soient vendus, déjà il faut que le produit existe. Bon, si c'est Intel qui le fait, ce sera des produits Intel. Donc c'est des choses qui sont déjà, commercialisées. C'est pas comme les batteries en Europe. Mais il faut que ce soit suffisamment compétitif pour que les gens achètent. Si c'est moins cher de les prendre en Chine, à Taïwan ou produites aux États-Unis, ton usine de semi-conducteurs, Intel, elle la ferme. Si les coûts de fonctionnement sont supérieurs à ce que ça leur rapporte, ils reviennent te voir, disent bon, on va fermer, vous nous donnez du fric, à nouveau, comment ça se passe? Donc une filière, ça se pense du début à la fin, et c'était ce qu'ils n'avaient pas fait sur les batteries. Hein, ce bon vieux Bruno Le Maire, vous allez pouvoir nous le sortir. Je vous spoil un peu cette vidéo. C'était la mode de l'usine à batterie. On va faire des batteries en Europe pour devenir à l'avant-garde de la voiture électrique. Et les mecs, ils n'ont pas les matières premières, ils n'ont pas les technologies pour faire les batteries, et ils n'ont pas le marché non plus parce que la bagnole électrique, elle était déjà en train de se délocaliser en Chine. Et donc, t'avais Bruno Le Maire qui était comme un con à la tribune qui disait « Nous lançons l'Airbus des batteries ». Ça a duré 1 mois. Tout le monde s'est barré parce que le truc est absolument invendable. C'est-à-dire qu'ils allaient faire une usine de batteries pour apprendre à les faire. Ils n'ont même pas de plan pour faire de batteries. Et ils comptaient acheter les matières premières en Chine pour faire les batteries en Europe, faire des bagnoles ensuite en Europe pour lutter contre la concurrence chinoise qui a des bagnoles électriques moins chères, vu que eux, effectivement, ils ont intégré toute la filière, matières premières, fabrication de batteries, fabrication de bagnoles. Et on va bientôt rigoler. Et c'est justement l'enchaînement que je voulais faire, la relocalisation. Comment il finit déjà ? Les évolutions géopolitiques, par un mot, un terme que je vais utiliser qui est très important, rapport de force. Voilà, rapport de force. On va s'isoler des problèmes géopolitiques avec le rapport de force, parce que nous sommes un gros marché de consommateurs. Et donc on va faire des achats groupés de gaz. La lubie lancée par Macron quand il était président de l'Europe, c'était en mars, je crois. Ça n'a absolument pas bougé depuis. Et là, il paraît, il nous assure, Thierry Breton, que ça y est, enfin, les achats groupés vont commencer à la fin du mois pour avoir le gaz moins cher et pour peser dans le monde, etc. La Russie ne sera plus un de nos fournisseurs de gaz, et je pense pour très longtemps, compte tenu du comportement de Poutine. Ça n'a rien à voir avec le fait que les gazoducs aient pété le mois dernier, que les Américains aient fait sauter les gazoducs, et justement, on a diversifié nos approvisionnements avec le Qatar, la Norvège et beaucoup avec les États-Unis. La souveraineté version Thierry Breton. Quel clown. Alors déjà sur le GNL et sur l'énergie, ça va être compliqué, mais alors les Américains, ils en rajoutent une couche. L'Europe désarmée face au protectionnisme américain. Alors ici, mesdames, messieurs, le Hummer électrique. Concept typiquement américain, on va faire un veau de 300 tonnes, et après on se plaindra qu'il n'y a pas d'autonomie. L'UE cherche la parade au plan anti-inflation de bidonne qui crée des distorsions de concurrence avec des subventions massives. Bon, il n'y a pas l'article. En gros, les Américains, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, l'épisode 5 justement, les Amerlocs, ils ont balancé des grosses subventions sur la fabrication des véhicules électriques aux États-Unis. Et ils ont dit, si vous assemblez votre véhicule électrique aux États-Unis, vous avez accès à des aides à l'achat. Et pareil pour les batteries. Il faut que, de plus en plus, les batteries soient fabriquées aux États-Unis, donc j'imagine que les fabricants devront montrer patte blanche et montrer qu'ils font des efforts pour localiser la production de batteries directement aux États-Unis, parce qu'il y a une filière, ça se construit, tu vois, ils sont pas comme ces gogoles d'Européens qui viennent à la tribune pour découvrir la souveraineté et dire « Oh non, mais attendez, c'est pas l'isolationnisme, hein. » Le niveau 1, tu vois. Niveau 1 dans World of Warcraft, et puis ils vont essayer de faire le donjon de fin. Ça va être marrant. Donc les Amerlocs, ils ont torpillé l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Ils nous vendent le gaz 4 fois plus cher. Souveraineté énergétique façon Thierry Breton, parce que nous, on n'est pas des neuneux. On n'est pas des neuneux. Et puis ils bourrent de subventions les bagnoles électriques. Donc Tesla, on avait vu, ils réfléchissaient à leur usine de voitures. C'est fermé et ils pensent se barrer complètement d'Europe. Il y avait aussi une usine de batteries qui s'était installée en Allemagne, Novo, je sais plus trop quoi. Est-ce que je vais le retrouver ? Non. Bon, c'est pas grave.
Mais en tout cas, il y a une usine de batterie qui a déjà plié boutique. C'était en projet. Et ils ont dit, bah non, finalement, on va aller le faire aux États-Unis. Salut. La souveraineté, parce qu'on n'est pas des neuneux. On n'est pas des neuneux. Donc les Américains nous entubent à fond et on appelle ça de la souveraineté. Et l'Union européenne, maintenant, commence à essayer de trouver la parade. Hein. Comment est-ce qu'on va faire pour lutter contre la concurrence déloyale? Oh là là, bah, je sais pas, peut-être faire la même chose. Hein, puisque paraît-il, on a un supermarché de 500 millions de consommateurs. Si on réservait les aides à l'achat aux bagnoles fabriquées en Europe, au moins, hein, puisque paraît-il, on est là, une formidable Union européenne, ça aurait déjà un petit peu plus de cohérence, parce que là, on va subventionner les bagnoles électriques chinoises. Il y aura des aides à l'achat pour les bagnoles électriques fabriquées aux États-Unis. Est-ce que vous croyez que le fabricant de voitures en Europe, qui ne peut pas aller sur le marché ni chinois ni américain, va accepter cette concurrence, du coup, va aller fabriquer en Europe, se priver des autres marchés, du coup, où il y a du protectionnisme, et puis se retrouver sur son marché en concurrence avec les autres, les Américains, les Chinois et autres, qui auront les mêmes aides. Est-ce que ça va bien se passer? Et puis un prix du gaz beaucoup plus bas. On a une autre bretonnerie, parce que breton n'est pas un neuneu. Il faut savoir que non seulement l'Europe va pas se protéger de la concurrence des Américains et des Chinois, mais comme on a 400 de QI, on interdit la vente de bagnoles thermiques en 2035. 2035, vendre des voitures thermiques, c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'on va acheter? Des voitures électriques. Celles dont on ne sait pas fabriquer les batteries, et qui seront extrêmement chères pour des raisons de coût de production. Alors on va écouter maintenant ce que nous dit, j'allais dire Bruno Le Maire. Thierry Breton, c'est un peu notre nouveau Bruno. Notre nouveau Bruno qui s'exprime justement au sujet de cette décision européenne d'interdire les véhicules thermiques à l'horizon 2035. On l'écoute. Et puis je dis une chose aussi aux constructeurs, à tous les constructeurs. Dire qu'à partir de 2035, on ne vendra plus sur le continent européen que des voitures électriques, ça ne veut pas dire, et je le dis aussi à M. Tabarès, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les moteurs thermiques. Le monde c'est là où c'est compliqué en termes de stratégie. Ouais, là, c'est compliqué hein, en termes de stratégie. On se regarde un peu sur le plateau. Qu'est-ce qu'il vient de dire, le dingue, là? Qu'est-ce que c'est que ce con? Et de visibilité. Et bon, pourquoi? Parce que les Chinois peuvent le faire et nous, on ne peut pas le faire? Les Chinois, ils s'interdisent pas de vendre des produits qu'ils veulent vendre aux autres. Enfin, vous allez voir. Mais non, mais Ah bon, parce que les Chinois, ils peuvent faire du moteur thermique et des moteurs électriques, et nous, on peut pas le faire. Bien sûr que si. Mais il n'y a pas de visibilité. C'est les deux. On est encore une fois dans de la multitechnologie. Le thermique Pourquoi? pour les autres. Mais c'est pas pour les autres. C'est encore une fois que, en Afrique, par exemple, bien sûr qu'on veut que tout le monde aille au tout électrique. On est 7 milliards et demi d'habitants sur la planète. 450 millions en Europe. Eh bien, évidemment, il faut aussi accompagner les autres. Ils auront un temps plus lent parce qu'il y a moins de bornes électriques, parce qu'il y a moins d'électricité. Il faudra accompagner. Ces marchés continueront à exister. On va avoir des moteurs de plus en plus propres. Je vais présenter d'ici 2 jours la nouvelle norme Euro 7 qui va faire qu'on aura les moteurs les plus propres du monde. Donc bien sûr, ce sera pour nous jusqu'en 2035. C'est dommage, du coup, on ne pourra pas les utiliser sur le sol européen. Si, parce qu'on va les utiliser jusqu'en 2035 et je tiens à dire qu'après ça, les voitures, durée de vie en moyenne 17 ans, ça veut dire qu'en 2050, on aura encore 20% du parc de voitures qui seront thermiques. Et évidemment, en Europe, elles seront plus propres. Mais vendons ce savoir-faire, évidemment, en dehors, parce que précisément, on en aura besoin. Pourquoi faudrait-il dire on vend plus de thermique en Europe en 2035, mais on en vendra partout ailleurs dans le monde? Mais parce que les marchés sont là. Bien sûr, ce serait formidable si d'un seul coup, la planète entière pouvait passer au tout électrique. Sauf qu'en Afrique, il y a un Africain sur 2, hélas, notamment dans les villages, qui n'a jamais vu même une ampoule électrique. Donc, mais on va lui vendre des bagnoles électriques. comment on fait pour avoir... Il faut donc s'adapter, évidemment. Nous, évidemment, on fait ça parce qu'on est prêt à le faire. On va se donner les moyens d'être prêt. Mais, évidemment, pour les autres, le marché sera là. Ok, donc il n'a pas vu d'ampoule électrique, mais demain, il y aura une borne dans son village pour sa voiture électrique Tesla. Évidemment. Je suis sûr que c'est comme ça que ça va arriver. Donc les mecs, ils ont l'ambition d'imposer leurs conneries à toute la planète. Et ce qui est génial, c'est qu'ils veulent dire aux entreprises, vous n'avez pas le droit de vendre ce produit en Europe, mais vous pouvez le fabriquer pour l'Afrique. Mais bien sûr, on va fabriquer des bagnoles thermiques au prix européen, au coût du salaire européen, avec les normes européennes, avec le droit du travail européen, avec des normes en plus de non-pollution européenne, et on va les vendre en Afrique, où le coût du travail est plus bas, où les normes pour vendre des véhicules ne sont pas les mêmes. Hein, au niveau de la sécurité, tout ça, je pense qu'on peut être un peu plus flexible. On va faire des bagnoles pour le marché africain avec des coûts et des normes européennes. Et le mec te dit, il y a un marché. Il est complètement con, en fait. C'est incroyable. C'est fantastique. Et en attendant,
À partir de 2035, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va acheter des bagnoles chinoises, puisque ce qu'il n'a pas vu, c'est que tous les fabricants européens, ils ont délocalisé en Chine, petit à petit. Mais les bagnoles électriques, non, ça va être marginal. Complètement marginal. Et s'ils ne se mettent pas dans la tête, déjà c'est une connerie, il n'y a pas les ressources minières suffisantes pour équiper toute l'Europe en bagnoles électriques. C'est pas possible. Tu peux pas mettre des bornes partout. Et alors en plus, ils veulent alimenter ça avec des énergies renouvelables. Évidemment, parce qu'on pousse l'idéologie au maximum de la connerie. On n'a pas les matières premières pour faire des bornes de recharge avec 30 kg de cuivre, je crois, par borne, plus des câbles qui sont gros comme ça, j'exagère un petit peu, mais pour alimenter votre borne de recharge ultra rapide, il faut quand même un câble d'une certaine taille. On n'a pas le savoir-faire pour faire les batteries. Les panneaux solaires viennent de Chine, les batteries viennent de Chine, les bagnoles électriques vont venir de Chine, les éoliennes bientôt vont venir de Chine, puisque c'est les Pays-Bas, je crois, ou le Danemark qui en fabriquent Vestas, je sais plus quoi. Là, ils ont une entreprise leader mondiale dans l'éolienne. Il y a les Allemands aussi qui ont quelques entreprises qu'ils ont pu garder. Et donc il y a des éoliennes qui sont européennes encore pour le moment. Ça va pas durer, hein. Ça va tout venir par bateau, tout ça. S'ils continuent leur connerie sur l'électricité, il n'y a plus moyen de fabriquer des éoliennes pour que ce soit rentable. Alors déjà qu'un système 100% renouvelable, c'est techniquement impossible aujourd'hui. Dans le domaine de la théorie, tu peux. Tu mets des steppes, tu noies les 3/4 des Alpes. C'est bon, tu transformes les Alpes en grosses batteries. Tu peux faire un système 100% renouvelable en mettant une éolienne tous les kilomètres. Hein. Je crois que c'était Jean Covici qui avait fait le calcul. Ça va être beau. Donc on va faire des bagnoles électriques alimentées au charbon, importées depuis la Chine, vendues hors de prix. Ils sont totalement à la masse. Et ils te disent, oui, vous avez fabriqué du thermique en Europe pour les Africains, en attendant de leur mettre une borne électrique chez eux. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Donc c'est terminé, hein. La production de voitures en Europe, c'est fini. Et il ne faut pas oublier que l'interdiction des véhicules thermiques en 2035 ne concerne pas les bagnoles de luxe, tout ce qui est Ferrari, Lambo et compagnie. Bon, c'est des petites productions, mais les riches, eux, ils pourront continuer à acheter les derniers modèles thermiques. Et donc justement, regardez, on va faire des véhicules thermiques et électriques en même temps, les batteries, tout en faisant la transition écolo, il n'y aura aucun problème, sauf qu'on ne sait pas fabriquer 2 millions de mascottes en tissu. Non, il a fallu aller voir les Chinois. Qu'est-ce que tu veux dire? Fabriquer 2 millions de mascottes en quelques mois, on ne sait pas faire. Voilà. T'es ministre dans, je sais pas quoi, la 7e puissance mondiale, et tu vas dans les médias, et tu dis, voyez, les mascottes des JO sont fabriquées dans un pays qui a une industrie, parce que nous, vous vous rendez compte, on organise les JO, mais on sait pas fabriquer la peluche. Alors, on devrait peut-être commencer par là, avant de faire les JO, non? Hein? Peut-être, hein? Est-ce que les pays du tiers-monde, ils organisent des JO pendant que les gens crèvent de faim? Je sais pas, hein. Pas sûr. Est-ce qu'on va voir la fameuse mascotte? Il y en a qui disaient que ça ressemblait à un clitoris. C'est pas faux. C'est pas faux du tout, hein. Maintenant que c'est dit, vous ne verrez plus que ça. Des petits clitoris avec des yeux et des petits... Ça va être festif, c'est bien. Les mascottes des JO de Paris continuent de faire polémique après avoir dévoilé les 2 bonnets phrygiens. Les bonnets phrygiens. Les organisateurs des JO, blablabla, ont dû faire face à de nombreuses critiques dues au fait que les peluches seront fabriquées en Chine dans la quasi-totalité. Je veux croire qu'on a encore quelques mois avant les JO, que les JO ne se tiennent pour être capables de corriger le sujet. Ah bah oui. Le ministre de la Transition écolo, Christophe Béchu, qui s'occupe donc des mascottes des JO, c'est devenu un drame national. Voilà où on en est. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui nous explique que selon lui, on n'est pas en mesure de fabriquer en quelques mois 2 millions de peluches servant de mascottes. J'adorerais, et on se bat pour ça, pour qu'en France, on soit capable d'avoir suffisamment de matières premières et d'usines textiles pour fabriquer 2 millions de peluches en quelques mois. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire. C'est un problème structurel lié au fait que la France a perdu ses usines pendant des années. Tiens, on se demande pourquoi. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est acheter en Chine. Ah non, attendez, c'est pousser les entreprises françaises qui fabriquent en Chine à relocaliser en France. Ah bon? C'est arrivé quand, ça? Tu vois, pousser les entreprises, c'est-à-dire les payer pour revenir. Tenez, on ouvre le carnet de chèques, venez travailler chez nous pendant 5 ans, vous créez des emplois, prenez du fric. Les mascottes en peluche doivent arriver cette semaine dans la boutique officielle des produits dérivés, blablabla. Non, en fait, c'est un problème de marge. C'est-à-dire que, ça en plus, je suis sûr que c'est un contrat public, donc
Ça passe par les fourches codines des appels d'offres. Et donc, tu as quelqu'un qui importe de Chine, et puis tu as des entreprises françaises et qui postulent peut-être même pas, parce qu'ils savent qu'à la fin, le marché, il ira au mec qui passe commande en Chine, tout simplement. Parce que c'est au moins cher. Voilà. Formidable, l'Europe. Tiens, on n'est même plus capable de fabriquer 3 mascottes en France, mais on te dit, oui, on va faire le rapport de force, parce que nous, on n'est pas des neuneux, et les bagnoles électriques, demain, c'est les doigts dans le nez. Et on fera même du thermique pour l'Afrique en étant compétitif. On n'est pas des neuneux. Vous aurez des friges et vous serez heureux. Des friges chinois. Oui, c'est un problème de marge, hein, parce que tu peux le faire en France et le vendre, mais est-ce que tu vas faire x5 sur la peluche? Pas sûr. Et non, tu auras une marge normale, tu vois. 20, 30, 40, 50%, 700% de marge, non. Voilà. Ce qu'ils te disent pas, c'est que la peluche fabriquée en Chine, elle est à 1 euro, même pas. En plus, s'ils en achètent 2 millions, si elle est à 70 centimes, c'est le bout du monde. Et elle sera revendue 20 balles. C'est ça le truc. C'est Thierry Breton qui nous dit à la mondialisation, ça a bien marché, hein, mais là, on commence à en prendre un peu plein la gueule. Les riches commencent à en avoir marre. Le MEDEF se plaint. Donc on va changer de notre fusil d'épaule. Nous avons eu le droit, ce mois-ci, à un épisode particulièrement croustillant de Nos migrants ont du talent. Si vous vous souvenez, dans un pire du mois, on avait déjà vu ces patrons qui avaient signé une tribune pour la régularisation des migrants. Alors on trouvait pas mal de boîtes de l'hôtellerie, bizarrement. Hein. Nos migrants ont du talent, c'était un site internet et tout, avec que des blancs. Que des blancs sur les photos. Tous les migrants étaient blancs ou asiatiques. Nos migrants ont du talent, il faut les régulariser. Suite à l'assassinat sordide de la petite Lola par une Algérienne sous mandat d'une OQTF, hein, voilà, d'une obligation de quitter le territoire, Darmanin et Dussopt plaident l'équilibre de leur projet de loi sur l'immigration. Donc pour essayer, parce que les problèmes de l'OQTF, c'est réglementé par la Cour européenne des droits de l'homme, je crois, et peut-être des règles du marché intérieur liées à l'immigration, qui font qu'on ne peut pas virer les gens n'importe comment. Même quand ils sont déboutés du droit d'asile, même quand ils sont sous une obligation de quitter le territoire, le réaccompagnement à la frontière, je ne me suis pas trop renseigné, mais visiblement, ça se fait pas très bien. Donc, ils ont fait une loi qu'ils essayent d'équilibrer. Donc, moi, j'ai interprété ça comme étant une sorte de gage pour ne pas se faire retoquer la loi par les instances supranationales pro-migration, et de dire, on facilite d'un côté l'intégration des migrants, mais on veut pouvoir virer un certain nombre qui causent des problèmes. Et Darmanin a eu ce mot d'esprit tout à fait à la hauteur de ses capacités. On veut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Voilà. Le ministre de l'Intérieur et du Travail présente les grandes lignes de leur projet de loi sur l'asile et l'immigration dans une interview au Monde ce mercredi. Un texte qui introduit de nouvelles mesures fortes comme l'inscription des étrangers menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées et l'octroi de titres de séjour spéciaux pour les métiers en tension. Alors ça, il y avait eu un scandale justement parce que les gens ils ont dit mais les OQTF, comment ça se fait qu'elles ne sont pas exécutées? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et ils se rendent compte que 90% des OQTF ne sont pas du tout exécutés, ça se perd dans la nature. Voilà, il y en a 10% qui sont apparemment saisis et reconduits à la frontière, si j'ai bien compris, mais le reste, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et on ne comptabilise pas ceux qui partent de leur plein gré, c'est-à-dire qui respectent le truc. Hein, j'ai une OQTF, je vais en Italie. Voilà. Et donc, on va les mettre sur les fichiers des personnes recherchées, de sorte à ce que s'ils passent la frontière, il y ait un tampon, et qu'on puisse faire un suivi des personnes qui sont reconduites à la frontière. Donc, on pourra dire l'ordonnance de quitter le territoire aura été exécutée, mais en fait, c'est la personne qui est partie toute seule. Parce qu'on va quand même pas lui demander, on va quand même pas lui forcer la main. Hein. Alors, donc ils ont fait une loi un peu mi-figue, mi-raisin sur le thème, on va être plus dur avec les délinquants et exécuter les OQTF. Par contre, on va favoriser la régulation des travailleurs immigrés. Donc il y a à la fois une notion de fermeté, il y a un véritable équilibre dans les initiatives à prendre pour faciliter les régularisations. Dans le cadre du projet de loi, ils mettent l'accent sur l'insertion professionnelle. Alors ici, on apprend que le taux de chômage des clandestins est mesuré.
Il y a des progrès à faire puisque au premier semestre, lorsque le taux de chômage était à 7,5, bien sûr, celui des travailleurs immigrés était de 13. Ah bon. Les clandés pointent au chômage. C'est les chômeurs de catégorie A. Parce que là, le 7,5, alors c'est même pas en plus la catégorie A, c'est le chômage au sens du BIT. Ceux qui suivent Elucide savent l'arnaque des statistiques du chômage. Parce qu'ils ont pris le chômage au sens du BIT qui se trouve être le chiffre le plus bas actuellement. Mais les chômeurs de catégorie A, c'est plus de 10%. Et si tu prends toutes les catégories, t'es à 20. Il te dit celui du travailleur immigré, c'est 13, mais c'est quoi? Il vient d'où ce chiffre? Ils font des enquêtes auprès des clandestins. Bonjour, vous travaillez? Oui, ok, très bien, on laisse. Ça, c'est comme Mamoudou Gassama, hein, le migrant récompensé par Macron pour avoir sauvé l'enfant sur le parapet d'un balcon. Oh là là. Nos migrants ont du talent, c'est merveilleux. Regardez ses chances pour la France, on en avait fait tout un foin. Bref. Et on apprenait que ce gars travaillait dans les cuisines d'un resto parisien. Donc c'est dit dans la presse. Ils te le disent, voilà, Mamoudou, il travaille à la plonge dans un resto. Et il est clandé. Ok. Est-ce que qui que ce soit est allé interroger le patron du resto en question? Est-ce qu'il y a eu une inspection du travail dans le resto? Non, sûrement pas. Sûrement pas, parce que si jamais on enlève les clandestins dans les cuisines, la bouffe des Parisiens va être plus chère. Ils savent tous que les restos dans lesquels ils vont travaillent avec des clandés, et comme je crois, enfin j'avais vu une statistique d'un professionnel du secteur de la restauration qui contestait l'idée d'augmenter les salaires parce que la charge salariale constituait 90%, paraît-il, du prix d'un ticket à la fin sur une addition. C'est énorme, quoi. Le reste, c'est le loyer et la bouffe. Donc si c'est 80-90%, c'est vrai qu'une hausse de salaire de 10%, bah, ça te fait 8 ou 9% directement de hausse sur le ticket. Donc effectivement, si tu as Mamoudou qui bosse dans l'arrière-salle, qui fait 50 heures par semaine, qui connaît pas ses droits et qu'on peut payer au lance-pierre, bah forcément le ticket à la fin il est moins cher. Si on paye les gens moitié prix par rapport aux Français, forcément l'addition est quasiment moitié prix. Donc là c'est des métiers où ça se sent vraiment. Et justement, l'idée de ce projet de loi, voilà, le gouvernement ouvre également la porte à une réforme réclamée de longue date par les syndicats, permettre à un travailleur en situation irrégulière de demander lui-même sa régularisation sans passer par son employeur, qui peut trouver un intérêt à le maintenir dans la clandestinité. Le ministre du Travail plaide également pour la création d'un titre de séjour métier en tension pour recruter dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Les organisations professionnelles nous disent qu'elles ont besoin qu'on facilite le recrutement d'étrangers. Nous leur proposons des solutions avec ce projet de loi. Eh ben voyons. Donc ça, c'était la même conclusion que pour la vidéo « Nos migrants ont du talent ». T'as un mec qui débarque du bateau, qui parle pas toujours bien français, qui a été instruit dans son pays, donc peut-être avec des règles différentes, peut-être avec un niveau différent, peut-être qu'il n'est pas... que ses diplômes ne sont même pas reconnus si ça se trouve en France. Et lui, il est en concurrence avec le français, le chômeur français, qui parle français, connaît les coutumes du pays, a des diplômes. Quel est donc le talent particulier de ce migrant fraîchement débarqué qui semble avoir beaucoup de handicap, mais qui séduit les organisations professionnelles qui veulent faciliter leur recrutement? C'est quoi le fameux talent des migrants? Eh bien, c'est de ne pas connaître leurs droits, d'être flexible sur les salaires. On peut les escroquer. Oh, nos migrants ont du talent. Donc voilà, on va faire une loi pour faciliter le recrutement des étrangers. Et nous allons écouter, je crois, Monsieur Darmanin. Écoutons Darmanin qui plaide pour une régularisation massive. J'ai été maire, je suis toujours élu local à Tourcoing. Je connais des endroits, notamment dans les établissements pour les personnes âgées, pour l'accueil d'un certain nombre de personnes qui ont besoin d'une aide à domicile, où on a besoin d'étrangers pour travailler, pour répondre à la demande de main-d'œuvre. Que les boulots de merde sous-payés. Enfin, de merde. Vous m'excuserez pour ceux qui les font, mais c'est vrai qu'ils sont sous-payés. Parce que quand tu es le salarié d'un pauvre, tu ne peux pas prétendre avoir un haut salaire. Donc, dans les EHPAD, dans les services à la personne, dans la restauration, dans le nettoyage, dans tous les boulots qui ne demandent pas beaucoup de compétences, où le marché existe mais où personne n'a du pouvoir d'achat, genre le service à la personne, on va prendre du migrant sous-payé, qui connaît pas ses droits, qui accepte n'importe quel horaire. Comme dans la restauration, chacun le sait. Ne soyons pas hypocrites. Il y a dans les restaurants où les personnes vont manger, parfois même des personnes qui dénoncent l'immigration, des personnes qui sont étrangères et qui préparent les plats ou qui nettoient
leur bureau. Oui, Donc il oui, faut oui. juste se dire combien de personnes nous voulons, c'est-à-dire une sorte de immigration choisie que nous proposons, de régularisation choisie plutôt que de le subir, et on peut se mettre d'accord avec le Parlement pour mettre un nombre dans chacun des métiers en tension. Ça fera partie des discussions qu'on aura avec tout le monde. Donc on va pas payer les gens, tu vois, on a des chômeurs tout le tour du ventre, mais on va pas monter les salaires, on va faire venir des immigrés qui acceptent les conditions merdiques. Voilà, restauration, des professionnels réclament la régularisation des travailleurs immigrés. Alex Cadeau est arrivé du Cameroun à Paris il y a 4 ans. Après un apprentissage en alternance dans les cuisines de ce restaurant, le jeune chef a pu obtenir les papiers en règle au bout d'un long parcours administratif. J'espère qu'ils vont améliorer parce que là, il y a encore un paquet de jeunes qui attendent les régularisations pour pouvoir apprendre, promouvoir et satisfaire la demande, que ce soit dans n'importe quel métier, mais sauf qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de rendez-vous, ils ne trouvent rien du tout. Et je trouve ça bien dommage parce que quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma demande, c'était encore un peu libre, mais aujourd'hui c'est fermé. Dans cet établissement, fermé le week-end depuis la fin de la crise sanitaire, le patron a bien eu du mal à recruter 6 salariés supplémentaires pour ouvrir à nouveau 7 jours sur 7. Pour lui, il faut régulariser au plus vite les travailleurs immigrés pour pallier le manque de main-d'œuvre dans la profession. Des jeunes qu'on a formés, qui deviennent majeurs, eh bien, on ne peut pas les employer parce qu'ils ne sont pas régularisés. Donc les jeunes qu'on a formés qui deviennent majeurs, on peut plus les embaucher. Parce que j'imagine que ça rentre dans le droit à la scolarité pour les mineurs. Hein. Donc ils peuvent aller à l'école et se faire embaucher, j'imagine, en alternance. Et une fois qu'ils ont passé leur alternance, ils ont plus de 18 ans, ils n'ont pas les papiers. Et donc ils peuvent pas bosser. Donc le gars fait travailler des mineurs sans papiers dans son restaurant. Et puis, vous avez des gens qui, dans leur pays d'origine, sont cuisiniers ou étaient proches de nos métiers. Et parce qu'ils n'ont pas leurs papiers, ne peuvent pas venir travailler. En salle, les clients approuvent l'idée du restaurateur. Si les restaurants souffrent à cause de ça et si tout le business et l'économie souffrent, pourquoi pas ouvrir un peu la possibilité à des gens étrangers qui sont intéressés de venir en France travailler dans la restauration. En France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans la restauration. Bah oui, mais payer combien avec quel horaire? Alors je sais bien qu'il y a parfois des problèmes avec les jeunes. Voilà, les jeunes veulent plus travailler aujourd'hui. Ils veulent faire les putes sur TikTok et faire du placement de produits. Ils veulent devenir youtubeurs et influenceurs. Ils veulent plus travailler, les jeunes. Ils veulent leur samedi, les jeunes. Alors il y en a sans doute qui sont comme ça et qui sont vraiment pas intéressés par les métiers de la restauration et par les contraintes de la restauration. Peut-être qu'il faudrait simplement augmenter les salaires et aménager certaines conditions. On avait vu, c'est pas nouveau ce truc dans la restauration. Et on avait vu des reportages où justement des restaurateurs, enfin des patrons expliquaient que il a fallu aménager un peu les soirées des gens, répartir les week-ends, changer un peu les horaires, faire une équipe le matin, une équipe l'après-midi au lieu d'avoir des horaires éclatés, genre tu bosses le service du midi, le service du soir, enfin c'est un truc où t'as plus de vie quoi. Pour des salaires qui sont pas ouf, tous ceux qui se sont barrés à l'occasion du confinement et qui ont changé de crèmerie parce que les restos tournaient plus et il a fallu bosser, donc les mecs ont commencé à aller bosser ailleurs et ils se sont dit mais en fait, je fais mon 35 heures, j'ai des horaires fixes, je suis mieux payé, est-ce que je vais retourner dans la restauration? Non. Voilà. Alors on va faire venir des migrants, on va faire venir Boubacar, Mamoudou, etc., tous ceux qui veulent travailler pour pas cher. Et on les loge où? Il y a des logements sociaux pour ça. Hein, voilà. La collectivité va payer. Ce que le migrant ne pourra pas payer avec son super salaire dans la restauration, on subventionne. Voilà. C'est simple. Salut, personnellement, travaillant dans le monde de la restauration depuis mes 18 ans, j'admets que pour 45 heures en moyenne, on se fait rarement plus de 1006 à 1007. Les serveurs, en général, s'en sortent mieux, souvent avec les pourboires. C'est le SMIC plus la majoration des heures supplémentaires là, que tu me donnes. Donc on va faire venir des gens, on va les sous-payer et on complétera leur salaire avec de la solidarité nationale. Ça va être génial. Véran. Véran, il nous explique, il nous parle des affres de son ami restaurateur, justement. Olivier Véran choisit comme argument la réalité du terrain. J'ai un bon copain restaurateur à Grenoble. Régulièrement, il m'appelle en disant « j'ai une dizaine de postes de serveurs à pourvoir ». Bon, j'arrive pas. À la fin des fins, viennent pour me demander de prendre le boulot des jeunes qui ont été étudiants, certains sont en situation irrégulière depuis peu, et qui disent « moi, ce boulot, je veux le prendre ». Il dit « j'ai deux options, ou je mets la clé sous la porte, ou j'accepte de les embaucher ». Monter les salaires, non Non, ça c'est pas une option, ça.
Bah oui, parce que tu montes le salaire. Si t'es le seul à monter le salaire, t'es le seul à monter l'addition dans le coin. Et du coup, t'es plus compétitif par rapport aux autres restaurants de la zone, qui, eux, embauchent des migrants et n'ont pas ces scrupules. Donc on se retrouve avec le porte-parole du gouvernement qui t'explique que son pote est hors la loi et embauche des clandestins en toute illégalité. Et il est là, il te dit, mais enfin, c'est un scandale, vous vous rendez compte? Il est obligé de frauder et d'être hors la loi, c'est incroyable. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein? Que fait le gouvernement? Ah putain, c'est vrai, je suis porte-parole. Ça s'appelle le marché, triple con, il a qu'à monter les salaires. Et donc, pour éviter les hausses de salaire, on fait venir des migrants. Voilà, c'est le talent formidable de nos migrants ont du talent. Je vais piquer des threads d'un tweetos, voilà, qui, justement, nous montre que quand on monte les salaires, eh ben, figurez-vous, les gens, ils viennent travailler. Tu vois, métier des boueurs, ça attire de plus en plus de personnes, des conditions de travail améliorées. 70% des effectifs étaient immigrés il y a 30 ans, aujourd'hui c'est plus que 35. Nous allons découvrir le secret des patrons des entreprises d'ébouage, si ça se dit, un ramassage d'ordures. Comment ont-ils fait pour recruter sans être hors la loi? C'est donc une profession qui a longtemps souffert de préjugés et pourtant elle demeure indispensable. Le métier d'éboueur plaît de plus en plus en cause des conditions de travail améliorées ces dernières années avec notamment des salaires plus élevés. Résultat, aucun problème de recrutement, bien au contraire. Illustration à Montmartre avec Sonia Reynaud et Jérémy Père. Alors que les Parisiens dorment encore, Boubou Traoré s'active. Au pas de course, il va vider près de 300 poubelles ce matin-là. On n'arrête pas pour l'instant. 9 km tous les matins de 5h à 13h. Un travail qu'il fait depuis 2009 dans les rues de Montmartre. C'est un métier, c'est dur, mais c'est un métier que je sais que ça va durer longtemps. Si tu peux travailler ta vie avec ça. Un sentiment partagé par son collègue Noureddine, lui dans le camion. 25 ans de maison et aucune envie de changer. Les horaires sont bien, on est bien payé, voilà. Surtout c'est le travail le matin. Quand on travaille le matin, l'après-midi c'est à nous et le soir, ça reste pour nous. Éboueur, un métier longtemps déqualifié et occupé par les immigrés. 70% des effectifs il y a 30 ans. Les salaires ont augmenté, 2433 € brut en moyenne en 2019 selon l'INSEE. Dans cette entreprise. Donc ouais, 2004 brut, ça fait du 1008 net. En fait, bah voilà. T'es mieux payé à ramasser les poubelles du resto qu'à y servir. Donc c'est vite vu. Hein. Et le tour est joué. 35% des agents sont de nationalité étrangère. Ici, on assure que l'image du secteur a évolué ces dernières années. On a compris que c'était un métier essentiel. On l'a compris encore une fois, peut-être malheureusement par le passage de la crise sanitaire, que également les entreprises ont su mener un travail depuis plusieurs années dans l'organisation et les conditions de travail de nos salariés, qui aujourd'hui rendent le métier aussi plus attractif. Preuve que la filière est attractive. Les dernières annonces pour des postes de conducteurs poids lourds et équipiers de collecte ont reçu plus d'offres que d'emplois proposés. Oh, c'est bizarre. Quand on paye les gens, ils viennent. C'est étonnant, hein. C'est fou, ça. Le marché, ça c'est comme les entreprises. Tu vois Pierre Gattaz qui passe à la télé pour dire oui, mais les entreprises, vous savez, ils veulent travailler, ils veulent ceci, cela, mais il faut que ce soit attractif, sinon on le fera pas. Mais l'employé, lui, il doit aller bosser, quel que soit le retour sur investissement qu'il en tire. Mais ben non, en fait. T'habites à Perpète-les-Oies, t'as du transport. Si tu fais un service matin, un service soir dans la resto, en plus t'as pas tes week-ends, ça fait une amplitude horaire qui peut être élevée. Est-ce que t'as envie de le faire? Non. Tu vas ramasser les poubelles, ça paye mieux. Ça paye mieux, tu viens le matin, t'as peut-être fini avant midi, et t'as ton après-midi. T'as tes week-ends en plus. Quoi se faire chier? Évidemment que tu y vas pas. Donc voilà, même message aux restaurateurs, enfin c'est surtout au gouvernement, parce que comme je te le disais, les restaurateurs, ils sont en concurrence avec le voisin qui, lui, embauche peut-être des migrants, même si ça, c'est surtout une considération dans les villes, et en particulier à Paris, parce qu'en Haute-Savoie, là, dans le Chablais, il n'y a pas de migrants dans les cuisines. Donc les mecs sont en concurrence. C'est vrai que Paris, c'est ça, quand j'y étais, quand j'y suis allé, j'en suis ressorti en me disant, mais Paris, c'est trois choses, du bruit, des restos, des clodos. Donc tous les restos, enfin t'en as de partout, dans toutes les rues, et ils sont tous en concurrence les uns avec les autres, et s'il y en a un qui n'a pas recours aux travailleurs migrants, son ticket sera inévitablement beaucoup plus cher que le voisin à prestation égale. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les clients vont accepter, vont rester? Non. Donc c'est au gouvernement de faire respecter la loi et de faire en sorte en fait qu'il y ait une politique migratoire qui soit pas cet immense bordel que nous avons actuellement, cette absence justement de politique
de façon justement à pouvoir éviter cette concurrence déloyale qui pousse ensuite l'ensemble des restaurateurs à dire il faut qu'on puisse nous aussi embaucher du migrant pour pas monter les prix, parce que si on monte les prix, eh bien on vend plus rien. Et oui. Nivellement par le bas, ouais. Et c'est regrettable parce que les restaurateurs, à mon avis, se tirent une balle dans le pied avec ça. Alors les métiers des boueurs, Kaplan, on va rester sur Kaplan, qui justement nous parlait de la vigne et des métiers en tension. Alors je vais carrément pomper son treuade, s'il me le permet, puis même s'il me le permet pas. C'est une ineptie économique. La notion de métier en tension n'existe pas. Soit les employeurs ne veulent pas les payer suffisamment ou garantir des conditions de travail attractives, soit les emplois ne sont pas attractifs ou rentables économiquement. Exactement. Exactement, Jamy. Si le mec ne produit pas la valeur pour laquelle il est payé, l'emploi n'existe pas. Tu ne l'embauches pas, tout simplement. Bref, c'est comme si on avait poursuivi le modèle de travail à la chaîne dans l'industrie automobile française comme dans les années 60. Pendant ce temps-là, l'industrie nippone, inexistante dans les années 60, a accompli la révolution de la robotisation et est devenue la plus performante et compétitive du monde. En s'arc-boutant sur un modèle périmé de l'emploi pas cher et peu formé dans des usines grises et sales et bruyantes, l'industrie automobile française a périclité dans les années 70 avant de prendre le chemin à contre-cœur de la robotisation. Ces disparitions des métiers pénibles et mal payés sont inéluctables. Dans la restauration, la robotisation est déjà en voie de progression. Seuls les restaurants dont les prix permettent d'avoir autant d'employés en cuisine que de clients en salle continueront à l'ancienne. Ce n'est pas une lubie. Alors là, il prend un exemple. À Canton, voici peut-être le restaurant du futur. Voilà. Ici, les robots vous accueillent, vous servent, préparent en 8 secondes à peine des hamburgers, mais pas seulement. Alors ça me fait pas envie, mais finalement c'est un peu la même merde que ce que tu trouves fabriqué par des humains. 600 couverts, 2000 mètres carrés, c'est le premier restaurant au monde sans cuisinier, caissier ou serveur. Il a bien sa toque sur la tête, mais n'a plus besoin d'être au fourneau. Ce chef a programmé les robots. Ce plat de légumes verts sautés, c'est le plus difficile à réaliser pour nos robots. On va le commander, vous allez voir. La cuisson va prendre 7 minutes. Dans un restaurant comme celui-ci, il devrait y avoir au moins 6 chefs en cuisine. À leur place, une vingtaine de machines capables de préparer plus de 200 plats différents proposés avec toujours le même dosage, la même cuisson. 7 minutes plus tard, pas une de plus, le plat tombe du ciel, prêt à être dégusté. Nous avons réalisé des milliers de tests avant d'arriver à ce résultat. Cela nous a pris 3 mois. Cela ne risque pas d'être l'enfer en cuisine. On va pas tout regarder, je pense que vous avez compris. Etchebest au chômage, bah non, lui justement il sera dans le créneau où tu as plus d'employés en cuisine que de clients en salle, donc tout va bien. Alors on nous avait déjà fait le coup de la pénurie de main d'œuvre pour récolter le raisin dans la viticulture, c'est vrai ça. Or les 2/3 du vignoble français est déjà récolté mécaniquement. Une machine à vendanger remplace au moins une centaine de vendangeurs. L'industrie des machines à vendanger, c'est 3000 emplois en France. 3 fabricants français construisent 99% des machines. Je ne sais pas qui est le 1% restant, mais courage. Et le raisin. Cette technologie est développée On va reculer un petit peu. pas le bruit du sécateur, mais celui du tracteur. Dans ce domaine, au cœur de la Camargue, les grains de merlot pour faire du rosé vont être ramassés et triés entièrement mécaniquement grâce à ce colosse qui fait trembler les grappes pour faire tomber le raisin. Cette technologie est développée uniquement en France depuis les années 60. Oui, vous continuez là, il faudra qu'on voit avec la cave le... Nos robots ont du talent, hein. Parler de pénurie de main-d'œuvre pour des métiers pénibles, peu qualifiés et mal payés, c'est exactement comme se plaindre d'une pénurie de chevaux de trait en 2022. En réalité, c'est un immense plan de régularisation d'étrangers en situation irrégulière sur la base de contrats de travail de complaisance accordés par des patrons voyous qui vivent de la rente de la misère humaine en tuant l'innovation et le progrès. Les métiers en tension n'existent pas dans un marché du travail déjà suffisamment ouvert à l'échelle du marché européen. Si les compétences sont rares, alors elles sont chères, et c'est tout à fait normal, bah oui. Hein, on n'est pas obligé de prendre des migrants, on peut prendre des travailleurs détachés. Pourquoi ils prennent pas des travailleurs détachés pour servir dans les restos, faire la plonge ou je sais pas quoi? Parce que c'est encore trop cher. Faut les loger, c'est coûteux, c'est chiant. Alors que le migrant, tu lui dis de venir, tu le payes à la journée, puis après il fait ce qu'il veut, hein, il vit dans la rue, c'est très bien. Nos migrants ont du talent, donc voilà ce que ça donne, hein, parce que les travailleurs, on veut pas les payer, les travailleurs détachés, c'est encore trop cher. Aux États-Unis,
ils ont trouvé l'astuce. Voilà ce que ça donne. Voilà le type de boulot qu'on veut donner aux migrants. Donc dans une usine, dans un sous-traitant de Hyundai, ils ont trouvé des gosses aux États-Unis qui travaillaient. C'est des enfants de migrants mexicains, évidemment. Voilà, c'est Smart, filiale de Hyundai sur place, qui fait travailler des enfants dans l'Alabama. Alors je vous fais le truc en version résumée parce que sinon ça va être chiant. En fait, il y a une gamine qui a disparu et ils se sont mis à la chercher. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de gosses qui travaillaient dans l'usine Hyundai. Voilà, des enfants de 14 ans. Avec ses 2 frères âgés de 12 et 15 ans, travaillaient tous à l'usine plutôt que d'aller à l'école. Et ils allaient bosser à l'usine, je crois qu'ils faisaient du nettoyage, si je ne me trompe pas. Et c'est une usine d'emboutissage de métaux et de trucs comme ça. Ils fabriquent des pièces détachées pour les bagnoles. Donc Hyundai ordonne à son sous-traitant de fabriquer des pièces détachées. Son sous-traitant est soumis à la pression des coûts et des délais. Et il sous-traite lui-même son recrutement à des agences de recrutement, etc. Et donc, personne n'est responsable. C'est pas la faute de Hyundai. Nous, on a des chartes, ils le disent. Nous ne tolérons pas les pratiques d'emploi illégales dans aucune entité Hyundai. Nous avons mis en place une politique et des procédures qui exigent le respect de toutes les réglementations locales, étatiques et fédérales. Donc le problème, c'est Smart qui ne les aurait pas respectés. Mais Smart dit que il nie toute allégation selon laquelle ils auraient sciemment employé une personne qui n'est pas éligible à l'emploi. L'entreprise a déclaré qu'elle s'appuyait sur des agences de travail temporaires pour pourvoir des emplois et s'attend à ce que ces agences respectent la loi en matière de recrutement, d'embauche et de placement de travailleurs dans les locaux. Personne n'est responsable. C'est con, hein? C'est pas Hyundai, c'est pas Smart, c'est pas les agences. Ils ont dit qu'ils étaient majeurs. La gosse de 12 ans, là, elle a dit elle est majeure, donc nous, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire, Alors, on va pas faire des tests ADN, d'ailleurs, je sais même pas si ça se verrait. Donc c'est pas nous, c'est l'autre, et donc tu te retrouves avec des gosses qui fabriquent des bagnoles aux États-Unis. Les consommateurs devraient être indignés. Ils devraient savoir que ces voitures sont construites au moins en partie par des travailleurs qui sont des enfants et devraient être à l'école. À une époque de pénurie de main-d'œuvre aux États-Unis, aucun parallèle possible avec la restauration en France, perturbation de chaînes d'approvisionnement, des experts du travail ont déclaré à Reuters qu'ils expliquent qu'il existe des risques accrus que des enfants, en particulier des migrants sans papier, se retrouvent dans des lieux de travail dangereux et illégaux pour les mineurs. Dans Enterprise, alors ça c'est le village où ils sont, ça s'appelle Enterprise, c'est pourri, qui abrite une industrie avicole florissante. Reuters a raconté plus tôt cette année comment un mineur guatémaltèque qui a émigré seul aux États-Unis a trouvé du travail dans une usine locale de transformation de poulets. Nos migrants ont du talent. Ça sert à ça. Il y avait un autre exemple ici. Donc là, c'est plutôt des exemples américains, mais on va voir des Français. Donc voilà, dans les abattoirs. On a commencé avec les abattoirs, avec les élevages porcins, on finit avec les abattoirs. Au moins 31 gosses pour des cas de cimetière, c'est dans les abattoirs, c'est un problème de traduction. Une entreprise d'hygiène alimentaire accusée d'employer au moins 31 enfants. Ils étaient employés pour nettoyer les sols, là où il y a la mise à mort, avec les machines de découpe, dans le Nebraska et le Minnesota. Voilà. PSI a déclaré qu'il y a une interdiction absolue à l'échelle de l'entreprise contre l'emploi de toute personne de moins de 18 ans, avec une tolérance zéro pour cette violation de politique, blablabla. Voilà, c'est pas nous, on a une charte. On a fait une charte de respect des droits de l'homme au sein de l'entreprise, donc on ne peut pas nous accuser d'embaucher des enfants, puisqu'on a dit que c'était interdit. Évidemment, on respecte, on a une tolérance zéro. Alors que les individus voyous pourraient bien sûr chercher à se livrer, blablabla, vol d'identité. Ah, bah voilà. Les gens font de la fraude et du vol d'identité. Mais nous sommes confiants dans les politiques de conformité stricte de notre entreprise et nous nous défendons vigoureusement des allégations selon lesquelles ils embaucheraient sciemment des enfants mineurs, des mineurs migrants. Donc les gosses en plus bossaient de nuit. Et le lendemain, ils allaient à l'école et ils dormaient sur la table. Nos migrants ont du talent. Non mais c'est toujours le même bullshit d'entreprise en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'accepte, bah oui, mais bien sûr. En Europe, aussi, la tragédie des jeunes migrants exploités par des réseaux clandestins. Oh, comme c'est bizarre. Oh. Selon l'ONG Missing Children, plusieurs autorités nationales auraient perdu la trace de près de 30 000 mineurs arrivés dans l'Union européenne entre 2014 et 2017. Allons donc.
Donc ça part de l'agence Europol qui l'estimait à 2000 le nombre de migrants non accompagnés disparus de 2014 à 2017. Ça, si ça finit pas dans des filières de pédocriminalité aussi. Hein. Bref. Et donc Missing Children multiplie ce chiffre par 3. Ces disparitions ne se produisent pas seulement dans les pays de première arrivée, mais aussi désormais en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni. Londres a identifié plus de 3000 victimes potentielles de trafic d'êtres humains en 2018. Il y a des petites histoires en ce moment au Royaume-Uni avec les gosses, la pédocriminalité, tout ça. Bon, c'est pas le sujet, mais... Nos migrants ont beaucoup de talent. L'Italie a découvert des enfants de 13 ans contraints à travailler. La France, qui a recensé quelques 2400 cas d'exploitation en 2018, dont 12% d'enfants, s'inquiète spécialement du sort de jeunes garçons d'Afrique du Nord, contraints de mendier ou de travailler, et de celui de jeunes Nigérianes obligées de se prostituer. Nos migrants ont du talent, donc ça, tu vois, c'est des trucs que tu peux pas demander à un travailleur détaché. Il n'y a pas des enfants détachés. Il est perfectible, ce marché. Il faudra demander à Thierry Breton, hein. Alors Thierry, tu n'es pas un neuneu. Il faut légaliser le travail des enfants pour lutter contre la migration, pour décourager la migration. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et tout ça nous amène le psychodrame maritime de ces derniers jours. Océan Viking, un désastre européen. 3 semaines d'errance du navire humanitaire qui a fini par accoster à Toulon sur fond de crise diplomatique envers la France et l'Italie, rappelant l'impuissance européenne à mettre en œuvre les droits humains. Alors voilà, ça, on fait des règles, et après on se rend compte que c'est quand même vachement chiant de les respecter. Donc on a évidemment affaire à une forme de passeur du dernier kilomètre, hein, l'ONG. Ça, c'est l'immense hypocrisie des trucs humanitaires. C'est-à-dire que tu as des règles normalement pour l'immigration, il faut suivre un certain processus bureaucratique. Si tu veux aller dans un pays, y travailler, t'installer, tu as une filière légale d'immigration. Mais on dit aux migrants, non, tu n'es pas obligé de la suivre, tu vas quitter ton pays, te faire arnaquer par des passeurs qui vont te prendre des milliers d'euros, tu vas faire tout un périple à travers l'Afrique, direction la Libye, où tu finiras peut-être esclave, ou on ne sait pas trop, tu vas monter sur un bateau à la con, tu vas ensuite peut-être, si tu es dans la bonne filière, te faire récupérer par une ONG, on va te débarquer de force en Europe, et puis là, tu auras droit à être régularisé. Donc c'est l'immense hypocrisie de la migration aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, il y a une filière légale, mais vous pouvez la contourner en prenant 1000 risques. Si tu fais le périple, à la fin, tu as la récompense. Voilà, il y a un genre d'émission survivaliste qu'on pourrait faire avec ça, tu vois, genre... Ils sont 10, ils ont tous une GoPro, ils partent d'Abidjan direction Paris. C'est un truc genre Pékin Express, quoi. Avec les migrants. Celui qui arrive à traverser sans mourir sera régularisé. Excellent. Donc Ocean Viking, c'est l'espèce de maillon, le livreur Uber du dernier kilomètre qui te dépose le migrant sur les côtes. Au nom de la bienséance et de l'humanitaire. On fait de l'humanitaire. Parce que j'imagine que le bateau, la péniche de migrants sauvés par les gardes-côtes, ça repart en Libye. Et eux, ils te le balancent en Libye, tiens, reprends tes migrants, tu vois. Mais l'humanitaire, il doit respecter le droit international. Et des internautes, donc, c'est le petit debunk TF1 machin, des internautes affirment que le navire humanitaire Ocean Viking aurait pu accoster dans plusieurs ports avant la France. Ils accusent l'ONG d'avoir ignoré l'éventualité de débarquer à Malte ou en Tunisie. Ces critiques reposent sur une méconnaissance du droit maritime. Alors, qu'est-ce qui nous explique là-dedans ? 46 demandes envoyées notamment à Malte. Voilà, donc ils ont récupéré les migrants dans la zone où les autorités libyennes sont compétentes, donc ils sont carrément allés les chercher dans peut-être dans la zone économique, parce que les eaux territoriales c'est quand même assez proche. Ils vont les chercher, ils les ramassent, et donc SOS Méditerranée envoie dans la matinée un message au centre de coordination des secours libyens, comme le montre le tableau de bord, en copie du mail, blablabla. Très précisément, la demande enjoint ces autorités compétentes à donner l'indication d'un lieu de sécurité dans lequel le bateau peut accoster. Pourquoi ne pas appeler la Tunisie ? Et là, ils te répondent, quand on envoie un message aux Libyens, c'est pour respecter le droit maritime, puisque nous nous situons dans la zone de sauvetage. Étant donné qu'ils ne possèdent aucun port sûr, ils ne peuvent pas nous permettre d'accoster. Selon le droit maritime, c'est alors leur rôle de se coordonner avec les pays voisins pour trouver ce port sûr. C'est marrant ça, hein ? Donc le migrant est en sûreté quand il quitte la Libye,
Il fait quelques kilomètres, il monte sur le bateau humanitaire, il peut pas revenir. C'est trop dangereux. C'est con, hein. Donc on leur passe un coup de fil, mais c'est pour la forme. Et après, on va voir les voisins. Et les voisins, c'est plutôt vers ceux du Nord qu'on va insister. Hein, voilà. Parce qu'en Tunisie, ils leur disent non, allez vous faire enculer. C'est réglé. En Algérie, non, allez vous faire enculer. En Égypte, non, allez vous faire... voilà. Donc ils toc-toc en Europe. Malte, Espagne, Italie, France, hein, voilà. Et vous êtes des salopards si vous ne les accueillez pas. Voilà. Et donc on laisse ces gens pourrir sur un bateau pendant 18 mois parce que, paraît-il, la Libye n'a pas de port sûr. Il est sûr au départ, mais pas pour revenir. Pas de chance. C'est du charabia, ça. C'est comme les usines qui embauchent des gosses et qui disent non, on a des procédures, c'est interdit chez nous, donc tout va bien. C'est les gosses qui ont menti sur leur âge, que voulez-vous qu'on y fasse? Donc là, c'est pareil, tu vois, on va chercher le migrant devant la côte, et puis, vous ne voulez pas les reprendre, vous n'avez pas de port sûr, on va en Europe. C'est voilà le strict respect des conventions maritimes. Hein. Dès qu'un sauvetage est opéré, nous envoyons des demandes de localisation d'un port sûr. En théorie, c'est à ces autorités maritimes que revenait la responsabilité d'accueillir le bateau ou de rechercher une solution auprès d'autres ports sûrs. Mais évidemment, comme la Libye est un pays un peu foutu, un peu en faillite, un peu en guerre civile, un peu défaillant, ils peuvent difficilement coordonner les secours, donc on s'arrange directement avec les pays d'accueil. Hein. En 2018, la Tunisie avait bloqué pendant 2 semaines un navire marchand qui avait sauvé des vies en mer. Malte a, elle aussi, souvent refoulé des bateaux avec des migrants à bord. Le port de Malte aurait été un port sûr pour nous, mais ce n'est pas faute de les avoir sollicités depuis le jour du premier sauvetage. Oh, ils n'ont pas voulu. Donc voilà, en gros, c'est ça le problème. On te fout des gens d'une péniche, enfin d'un radeau, dans le bateau de l'humanitaire, et après, zut, les seuls ports sûrs qui sont à notre portée, c'est en Europe. C'est vraiment pas de chance. On a appris d'ailleurs, est-ce que je vais retrouver ça, que les migrants accueillis par la France, débarqués de l'Ocean Viking, sont déjà en train de foutre le camp un peu à droite à gauche et ils fuguent. Oui, voilà, c'est là. Oh, regardez. 26 des 44 migrants mineurs pris en charge ont fugué. Ils fabriqueront nos bagnoles électriques. Hein? C'est tout leur talent. Parmi les 234 migrants du navire humanitaire, 44 mineurs ont été conduits dans un lieu d'accueil spécifique. 26 d'entre eux ont pris la fuite. Les 44 autres migrants identifiés comme mineurs ont été redirigés vers un hôtel réquisitionné par l'aide sociale à l'enfance et le conseil départemental de Toulon. J'aimerais un jour qu'on nous montre la facture de ce truc-là. À ce jour, ils ne sont plus que 18, ce qui au moins réduit la facture, principalement des Érythréens ayant pris la fuite. 3 des 44 mineurs avaient déjà fugué dès le lendemain et le surlendemain de leur prise en charge. Ce jeudi, ça fait 23 mineurs qui manquent à l'appel. Bon. Ces grands adolescents sont évidemment entrés en illégalité en agissant de la sorte. Sans blague. C'était pas le projet à la base? On aurait quand même pu s'y attendre. Les mineurs non accompagnés n'avaient en effet pas le droit de sortir de l'hôtel où ils étaient encadrés par des éducateurs. D'accord. Ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. Le parquet du Var précise que ces mineurs non accompagnés font l'objet à leur arrivée sur le territoire national d'une procédure dite de mise à l'abri. Ils sont pris en charge par le conseil départemental. Mais ils peuvent tout de suite aller travailler en restauration, avant qu'ils soient majeurs, là. C'est dans ce laps de temps que certains ont pris la fuite, un phénomène fréquent pour de multiples raisons, liens familiaux avec un autre pays d'Europe, blablabla. Bon. Alors, depuis l'accueil en France des 234 escapés, a indiqué que 44 s'étaient vus opposer un refus de leur demande d'asile et allaient être reconduits. Qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis, les 180 autres? Vu qu'il y en a 44 qui, après tout ce bordel, vont être virés de la fête alors qu'ils sont devant le bol de sangria, tu vois, prêts à se servir. Est-ce que vous croyez qu'ils vont rester bien sagement à l'hôtel? Pas sûr. Donc voilà, on a la filière migrant. Humanitaire, hein, bien sûr. C'est de l'humanitaire, tout ça. En fait, voilà, une fois que tu as fait tout le parcours, que tu as débarqué, que tu as fui l'hôtel, il faut ensuite que tu te fasses embaucher en restauration pour justifier d'un emploi et d'une intégration dans une démarche professionnelle. Et comme ça, tu peux être qualifié de gentil par Darmanin et donc être régularisé. Et ça y est, tu as gagné le jeu. Voilà. C'est fou, hein. Et donc, on appelle ça une politique migratoire. Ouais. Une forme de Koh-Lanta, quoi. Ah oui, si tu sauves un bébé tombé du balcon, c'est jackpot.
Mais il y a des règles hein, comme ça, implicites. Faut se filmer. Faut se filmer. Regardez, je suis le gentil migrant, j'aide la dame à porter les courses. Régularisez-moi. Je sais pas si ça marche, ça. Dans un pays correctement structuré, on amène les gens en France, on les traite correctement parce que c'est des êtres humains, on les soigne s'il y a besoin, mais à la limite, on peut encore étudier la demande d'asile, mais il faut que ce soit des vraies demandes d'asile, hein, pas une filière d'immigration économique. Et retour au pays immédiat, en fait, pour c'est d'immigration clandestine. Il y a une filière légale qu'il faut respecter. C'est déjà une mesure de respect pour ceux qui respectent cette filière. Si tu ensuite accueilles tous les clandestins, puis tu dis allez c'est bon, on vous régularise, on vous file les papiers, on vous file tout, ceux qui ont respecté la procédure vont se dire mais ça sert à quoi en fait? Pourquoi on respecte les règles? Donc c'est déjà une mesure de respect pour ceux qui respectent les règles. On accueille les gens sans les laisser pourrir pendant 3 semaines, on les renvoie dans leur pays et on coffre les types de l'ONG qui sont des trafiquants, qui sont rien d'autre que des trafiquants qui vont chercher les clandestins, sans doute, dans certains cas, là je ne sais pas si c'est le cas, en accord avec les passeurs, tu vois, on va mettre la barque à tel endroit, le tel jour, venez les chercher, et ensuite ils te les ramènent en France. Et tout ça, c'est financé. Qui c'est qui finance ce bateau? T'as vu la taille du truc? Qui finance l'ONG SOS Méditerranée? Ça peut être intéressant, ça. Si ça se trouve encore, c'est la mairie de Paris, parce qu'ils sont assez généreux. Cette ONG est financée par Soros, me dit-on dans le chat. C'est une info de chat, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, ouais, les entreprises payent à travers des associations le voyage du migrant en Europe pour ensuite pouvoir l'exploiter. Et c'est monsieur et madame tout le monde qui payent les impôts, qui vont compléter son salaire par de l'aide sociale et du logement social. Voilà, c'est génial. C'est de l'humanitaire. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Nos migrants ont du talent. Ils sont pas chers, flexibles, et en plus, on a bonne conscience. Coup dur pour le débunkage. Donc là, on est au World Gouvernement Summit 2022. Le titre de la vidéo, est-ce que nous sommes prêts pour le nouvel ordre mondial? Et le problème, c'est que Wikipédia nous informe que le terme de nouvel ordre mondial est une formule utilisée pour désigner des théories du complot. Coup dur. Coup dur. Le World Gouvernement qui prépare le nouvel ordre mondial, en fait, c'est une théorie du complot. Ça n'existe pas. Cette vidéo n'existe pas, cette chaîne n'est pas là. Ce titre n'existe pas. Les propos de ces personnes qui vont discuter de oui ou non, pouvons-nous préparer un nouvel ordre mondial avec le président de l'Atlantic Council. Bon, il y a du beau monde, hein, oulala. Et donc, ils se sont réunis ici avec le thème de la session, est-ce que nous sommes prêts pour le nouvel ordre mondial, avec CNN, Becky Anderson. Mais ça n'existe pas, c'est un complot. Il y aurait un projet de domination planétaire que mèneraient des institutions démocratiques, des organisations non gouvernementales et des régimes totalitaires. Donc là, je crois qu'on a régime autoritaire, on doit avoir un représentant de l'institution démocratique quelque part, une ONG dans un coin, enfin tout y est. Il va y avoir un problème. Il y a un bug dans la matrice, les gars, là. Aïe, 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 coup dur.